nuire significativement au bon fonctionnement du cerveau. Cela fait 30 ans qu'on dit aux gens, ne mangez pas ça, vous allez faire une crise cardiaque, vous allez avoir un cancer ou devenir diabétique. Et ça n'a rien changé aux comportements alimentaires. On espère que si les consommateurs comprennent que ce qu'ils avalent est vraiment important pour la santé de leur cerveau et celui de leurs enfants, cela aura un impact plus profond sur leurs choix alimentaires. Arrêtez les fast-food. C'est pourri votre cerveau. Prendre conscience que certaines habitudes alimentaires nuisent au cerveau est une chose. Mais comment résister aux tentations? Les envies sont souvent les plus fortes. La malbouffe, surtout le sucre, le glucose, nous pousse sans cesse sur la mauvaise pente. Le sucre, accusé de manipulation, de mener nos neurones par le bout du nez. Microscope, mini-manipulateur et enregistreur ultrasensible. Xavier Fioramenti est aux commandes d'une machine capable d'enregistrer l'activité électrique d'un seul neurone. Le principe est simple. Une tranche de cerveau de souris baigne dans un liquide qui le maintient en vie. Et méticuleusement, le chercheur approche une électrode. L'opération est particulièrement délicate. Ici, je descends la pipette dans la tranche de cerveau. Et maintenant, on va approcher cette pipette d'enregistrement à proximité du neurone jusqu'à établir un contact. Et ici, voilà. Ça y est, on a établi un contact et maintenant on va pouvoir mesurer l'activité électrique du neurone. Les pics vers le haut que l'on voit sont des potentiels d'action. C'est de cette manière que les neurones codent l'information dans le cerveau. Le temps qui s'écoule entre chaque pic constitue le message envoyé par le neurone. Donc maintenant, on va augmenter la concentration en glucose dans le bain. Et on va voir si cette cellule elle répond à cette augmentation de la concentration en glucose. Et comme on peut voir ici, cette cellule en réponse à l'augmentation de la concentration en glucose et l'activité électrique est augmentée. Il y a plus de potentiel d'action, comme vous pouvez le voir ici, avant l'augmentation de la concentration en glucose. Ici, le signal est celui d'une seule cellule. Dans le cerveau, les neurones sont tous connectés les uns aux autres. Les scientifiques suspectent donc le glucose d'avoir la capacité de modifier l'activité de zones cérébrales entières, celles qui contrôlent les émotions, le plaisir. Est-ce ainsi que le sucre assure son emprise sur notre volonté? Ce n'est pour l'instant qu'une hypothèse. Mais l'addiction, la dépendance au sucre, fait aujourd'hui l'objet d'une recherche intense dans les laboratoires. Et ce qui apparaît de plus en plus évident, c'est que le pouvoir du sucre s'apparente à celui d'une drogue. Serge Ahmed a été un des premiers à en apporter la preuve avec une expérience très simple. Il a d'abord élevé des rats en leur donnant de la cocaïne et du sucre. Puis, après des semaines de ce double régime, il a confronté les animaux à un choix. Donc là, nous avons la situation dans laquelle l'animal a le choix entre un levier qui est connecté à un serin qui contient une drogue en solution, et donc la drogue en question, c'est une drogue dure, comme de la cocaïne et l'héroïne, et à gauche, un levier qui lui permet de contrôler un autre serin qui contient une boisson sucrée. Et là, on voit que l'animal fait le choix de la boisson sucrée. Les rats se tournent 4 fois plus souvent vers l'eau sucrée que vers la drogue. Pas d'overdose avec le glucose, mais l'envie irrépressible est bien là. Donc cette expérience, très simplement, démontre que le sucre a un potentiel
addictif plus important que nous l'avions imaginé jusqu'à présent, et peut-être même plus important que celui de drogues dures, comme la cocaïne et l'héroïne. Aujourd'hui, on vit dans un environnement alimentaire qui est un peu devenu fou, dans lequel on va retrouver du sucre dans tout un tas d'aliments. Donc bien sûr dans des aliments dans lesquels on s'y attend, comme par exemple les boissons sucrées. Mais on va retrouver également du sucre dans des aliments qui n'ont pas vocation à être sucrés, comme par exemple le jambon ou la soupe. On pourrait citer d'autres exemples. Et rajouter du sucre dans ces aliments-là va justement contribuer au fait qu'on va rendre les gens accros à leur insu. Alors, sommes-nous vraiment tous drogués à la barre chocolatée et au sucre, dissimulé dans la plupart des produits de supermarché? Son pouvoir addictif si puissant chez le rat l'est-il tout autant chez l'homme? L'influence de la nourriture sucrée sur le cerveau humain est justement à l'étude ici, à l'Institut de recherche de l'Oregon. Ce programme de recherche a montré que la consommation habituelle d'aliments riches en énergie altère l'activité cérébrale de la même façon que la consommation de drogue. Eric Stice a recruté une centaine d'étudiants dont la moitié avait l'habitude de s'empiffrer de crème glacée, tandis que l'autre n'en mangeait jamais. Tous sont venus au laboratoire pour siroter un milkshake à l'intérieur d'une machine IRM et livrer le secret de leur activité cérébrale. Aujourd'hui, on va vous donner du milkshake au chocolat et enregistrer l'activité de votre cerveau au moment où vous avalez le milkshake et juste avant. Il s'agit d'étudier les conséquences neuronales de la consommation d'aliments très caloriques. C'est très simple. Vous allez boire du milkshake et vous aurez juste à rester immobile. Après l'avoir gardé en bouche 5 secondes, vous pourrez l'avaler. On répétera cette expérience plusieurs fois. Grâce à un simple tuyau, le sujet sirote le milkshake sans bouger la tête. On a découvert que chez les gens qui n'ont pas l'habitude de manger de la crème glacée, le circuit de la récompense s'active facilement. Il s'allume de manière très forte. En revanche, chez ceux qui mangent souvent de la crème glacée, la réaction est différente. Il n'y a pratiquement aucune activation. Cela montre que la consommation régulière d'aliments très caloriques réduit le plaisir que l'on ressent lorsqu'on en mange. Le circuit de la récompense est une région cérébrale qui contrôle la sensation de plaisir. Elle est particulièrement sensible à la consommation de sucre. Mais trop en manger finit par atténuer sa réactivité. À dose égale, le plaisir ressenti s'en trouve réduit. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui consomment de la cocaïne ou d'autres drogues très régulièrement présentent une tendance très similaire. Ils doivent augmenter leur consommation pour ressentir le plaisir. En cause, la diminution de la réaction du circuit de la récompense lorsqu'ils consomment trop de ce qui leur procure du plaisir. Autrement dit, il en faut toujours plus pour avoir sa dose. Comme chez le rat, le sucre agirait donc sur notre cerveau à la manière d'une drogue. Son pouvoir addictif est-il pour autant aussi puissant chez l'homme? La question divise encore la communauté scientifique. Mais l'expérience d'Eric Stice a révélé un autre effet plus subtil et peut-être plus pernicieux encore. Le cerveau, après un régime trop riche en sucre, devient hypersensible aux images de nourriture. Plus vous mangez de crème glacée et moins votre circuit de la récompense réagit. En revanche, il s'allume beaucoup plus fort quand vous percevez une image qui annonce que vous allez peut-être en manger. Le circuit s'emballe quand vous voyez un magasin de crème glacée en voiture ou si vous voyez une publicité pour de la glace à la télé.
Et il s'active bien plus chez ceux qui consomment souvent de la crème glacée que chez ceux qui n'en mangent jamais. C'est ce mécanisme qui incite à manger sans avoir faim et qui est à l'origine de l'obésité et de tous les problèmes de santé qui vont avec. L'influence directe de la nourriture sur notre cerveau joue donc un rôle crucial dans ce que nous choisissons de manger chaque jour. Le comportement alimentaire s'avère être un phénomène extrêmement complexe. Les enjeux de santé publique poussent les scientifiques à étudier tous les mécanismes qui président aux choix que nous faisons au quotidien. Que se passe-t-il vraiment dans le cerveau au moment de prendre un dessert plutôt qu'une entrée, un poisson plutôt qu'une viande? Qui tire vraiment les ficelles? Le laboratoire de Carlos Ribeiro est à la pointe de la recherche sur les choix alimentaires. Ce que nous voulons découvrir, ce sont tous les composants, les gènes, les molécules, les neurones, qui gouvernent aux choix alimentaires. Et pour cela, nous avons besoin de faire des études très fines. La simplicité de son modèle, la mouche, permet d'explorer de nouvelles voies, de nouvelles hypothèses. Pour comprendre le comportement alimentaire de la mouche, Carlos Ribeiro vient de mettre au point une machine qui permet de suivre dans les moindres détails les choix que fait l'insecte quand il passe à table. Lorsque la mouche touche la nourriture, on peut le voir avec ce capteur. Il s'agit du même que celui utilisé dans une tablette ou un téléphone tactile. Là, on ne détecte pas un doigt, mais le contact avec la nourriture. Ce qui nous permet d'analyser de manière précise le choix de la mouche entre protéines et sucre, et aussi comment elle mange, en quelle quantité, à quelle vitesse, à quelle fréquence. On peut vraiment disséquer tous les détails de ces décisions contrôlées par le cerveau. Grâce à cette technique, Carlos a prouvé que ce qui oriente le choix alimentaire, ce sont d'abord les carences. Naturellement, les mouches privées de protéines préfèrent la nourriture riche en protéines. Mais en regardant de plus près, il a observé que ce n'est pas toujours le cas. On s'est rendu compte que certaines mouches n'avaient jamais d'attirance pour les protéines. On a donc cherché à comprendre pourquoi. Et on a découvert que l'intestin des mouches qui ne s'intéressaient pas aux protéines était colonisé par des bactéries. Après avoir réalisé de nombreuses expériences, on a montré qu'il existait 2 bactéries spécifiques qui inhibent l'appétit pour les protéines. Ces 2 bactéries ont donc un impact très important sur l'envie de protéines chez les mouches. Les mouches, au moment de choisir leur alimentation, sont donc influencées par les bactéries présentes dans leur intestin. Cette découverte inattendue soulève évidemment une question importante. Les bactéries de notre propre flore intestinale, ce que les scientifiques appellent le microbiote, sont-elles aussi à la manœuvre dans notre cerveau? Jouent-elles un rôle dans nos préférences alimentaires? À l'université de Cork, en Irlande, John Cryan est un pionnier dans la recherche sur le microbiote. Il a réussi à prouver que chez les mammifères aussi, les bactéries de l'intestin interviennent dans certains comportements. Lorsque vous prélevez des bactéries sur des souris anxieuses et que vous les transplantez à des souris normales, le niveau d'anxiété de ces dernières augmente et vice-versa. Lorsque vous prenez des bactéries chez des souris sereines, vous pouvez normaliser le stress des souris anxieuses. Les scientifiques commencent même à comprendre comment ces bactéries dialoguent avec les neurones.
On retire les organes et on découvre le nerf vague, ici en jaune. C'est le long nerf connecté à tous les organes qui descend jusque dans les intestins. C'est vraiment la voie de communication clé entre nos intestins et notre cerveau. Avec des collègues canadiens, il y a quelques années, nous avons montré sur la souris que si on coupe le nerf vague, tous les effets liés à certaines bactéries disparaissent. Ceci montre bien que le nerf vague est une voie de communication clé entre les intestins et le cerveau. Il nous reste à comprendre ce qu'il se passe exactement dans le cerveau. Nous devons découvrir comment les signaux activent les zones cérébrales qui contrôlent les comportements complexes comme le comportement alimentaire. Et c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. L'influence des bactéries sur nos préférences alimentaires reste donc à démontrer aujourd'hui. En revanche, il est établi qu'elles agissent sur l'humeur et l'anxiété. Les scientifiques considèrent même désormais le microbiote comme une sorte d'intermédiaire, un agent de liaison entre la nourriture et notre cerveau. Le principal facteur qui influence la flore intestinale, c'est la nourriture que nous consommons. La diversité de l'alimentation est essentielle. De notre naissance à notre mort, elle détermine la composition du microbiote. On commence tout juste à se rendre compte de l'influence de ce que nous mangeons sur la composition de nos bactéries, et donc de l'importance de notre alimentation dans ce qui se passe dans notre cerveau. Notre bien-être dépend donc, entre autres, de celui de notre microbiote. Un bon régime pour notre humeur est un régime qui convient d'abord aux bactéries de nos intestins. Ce constat a fait naître l'idée de se servir de l'alimentation pour cajoler son cerveau et ménager sa santé mentale. Et là, c'est le fameux régime méditerranéen qui a séduit les scientifiques. Le régime méditerranéen est très riche en végétaux. Beaucoup de verdure, beaucoup de légumes, mais aussi des fruits. Un autre élément important, les légumineuses, comme les haricots, les lentilles et les pois chiches. Également les noix et les graines, le poisson et bien sûr l'huile d'olive. L'huile d'olive est une composante très importante du régime méditerranéen. On pense que cette variété alimentaire permet une plus grande diversité du microbiote qui vit dans nos intestins. Le lien entre cette diversité au sein des intestins et une bonne santé a été mis en évidence. On a réalisé une première étude l'an dernier avec 67 personnes qui souffraient de dépression sévère. Ils ont reçu l'aide d'un diététicien pendant 3 mois. À la fin, on a à nouveau évalué leurs symptômes. On a constaté que l'amélioration de la dépression était corrélée au changement de l'alimentation. Ceux qui ont adopté au mieux le régime méditerranéen sont ceux dont les symptômes ont le plus reculé. Mettre la cuisine au service de son cerveau est une idée qui fait son chemin. Les scientifiques explorent désormais toutes les pistes. Les épices vantées depuis des siècles par la médecine traditionnelle indienne sont désormais étudiées dans les laboratoires pour leurs vertus sur le mental. Les fruits rouges nourrissent aussi de grandes attentes. Les polyphénols qu'ils contiennent ont la capacité de revigorer les neurones sur le déclin. Ces polyphénols, en particulier ceux des fruits rouges, il se trouve que lorsqu'on les donne à des souris âgées, on a pu observer que leur déclin cognitif est amélioré. C'est-à-dire que ces animaux sont protégés
vis-à-vis des troubles de la mémoire qu'ils peuvent avoir. Et ceci nous a conduit à faire un essai chez l'homme, et en l'occurrence une étude très récente qui a été menée chez plus de 200 sujets qui avaient 65 ans et plus et qui étaient sains, mais qui ont un déclin normal, on va dire. Ils se retrouvent protégés lorsqu'ils consomment des doses importantes de polyphénol. Les fruits rouges et les épices sont-ils les ingrédients miracles pour des neurones éternellement jeunes? Il est encore prématuré de le dire. La science commence à peine à découvrir les secrets de cette relation inattendue entre l'alimentation et le cerveau. Le menu idéal pour nos méninges reste largement un mystère aujourd'hui. Mais un régime diversifié, équilibré, qui bout la nourriture transformée, le sucre, et qui favorise les fruits et les légumes, semble à ce jour la meilleure recette pour préserver au mieux ses facultés mentales. Ma grand-mère disait, tu es ce que tu manges, alors mange bien. Et la science est en train de montrer à quel point elle avait raison. Dans les années à venir, il est fort probable que l'on commence à penser nutrition et médecine personnalisée et à comprendre très clairement comment les aliments interagissent avec le cerveau. Si on limitait les carences, est-ce que cela ferait baisser la criminalité? Trop tôt pour le dire. Ce qu'on sait, c'est que quand on fait le pari d'une alimentation saine, cela a des effets sur le comportement. Plus on mange de barres chocolatées, plus on est sensible aux sollicitations, et plus on mange de barres chocolatées. C'est monstrueux. La meilleure chose à faire si vous avez des enfants, c'est de leur donner une alimentation saine et pas ce genre de merde. J'ai dit merde, désolé.